Histoire contemporaine, sujet, être homosexuel en Europe de 1918 à 1939. L'homosexualité, plus généralement l'orientation sexuelle, est questionnée depuis plusieurs siècles, et sa définition, comme sa compréhension, fluctue avec les évolutions de notre société. Parfois adulée ou fantasmée, mystifiée ou bien et surtout discriminée, la communauté queer en général soulève énormément de débats. Nous nous pencherons ici uniquement sur l'homosexualité masculine, définie comme l'attraction sexuelle et ou romantique d'une personne qui s'identifie de façon masculine pour une personne du même genre. L'homosexualité est peu discutée durant la période de 1918 à 1939. Elle a souvent été dépassée par le sujet de la guerre, et on a moins souvent débattu de l'impact de cette dernière sur cette communauté. Nous allons ici nous pencher sur le sujet en étudiant 3 pays d'Europe ayant eu un rôle décisif pendant les 2 guerres mondiales, ce qui nous permettra de les comparer, la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Ces 3 pays étant, même après la guerre, très liés et en constante interaction, ce choix n'est pas arbitraire. On se demandera donc quelles ont été les majeures épreuves subies par la communauté homosexuelle en Europe durant la période de 1918 à 1939. Pour répondre à cette question, nous allons dans un premier temps analyser l'époque de la libération sexuelle en France, qui permit de nombreux changements au sein de la communauté homosexuelle durant les années 20. Puis, nous analyserons les mécanismes ayant mené à la déportation des homosexuels en Allemagne dans les années 30. Enfin, nous soulignerons les différences entre les 3 pays étudiés concernant les droits homosexuels dans l'entre-deux-guerres. C'est dans les années 1920 que la communauté gay commence timidement à s'affirmer dans la ville de Paris. C'est également la période de l'éclatement des outrages policiers, à travers la brigade mondaine, autrefois brigade policière, chargée de contrer le trafic de stupéfiants et en charge de la répression du proxénétisme. C'est ainsi que, sous couvert d'opérations visant à empêcher la prostitution dans la ville, la brigade mondaine appréhende 446 personnes homosexuelles, dont 363 sont arrêtées entre 1919 et 1940. On retrouve alors plusieurs lieux récurrents où la brigade met en place ses opérations. C'est donc en pleine ville, sur les places ou près des bouches de métro, que se sont déroulées 24 opérations sur 102. Les forces de police se concentreront également sur les quartiers les plus réputés pour leur proxénétisme ou les plus agités, tels que Saint-Denis ou Pigalle. Alors que certaines opérations ne sont que de routine, d'autres visent les homosexuels et prennent la forme de descente où de nombreuses personnes sont arrêtées. Pour justifier ces actes, aucune loi n'existant encore sur le sujet, la police prétexte en avoir après les vagabonds. Et pour chaque arrestation, ces mêmes forces utilisent une méthode et un prétexte différents. Par exemple, pour les arrestations dans les dancing, il sera souvent donné le motif d'infraction au règlement sur l'ouverture des débits de boissons et la tenue de concerts sans autorisation au-delà des heures réglementaires. Tandis que les arrestations dans des bars, cinémas et cafés et restaurants seront plutôt justifiées comme des outrages publics à la pudeur. Dans la continuité de leur opération, la brigade mondaine se permet aussi de vérifier des chambres d'hôtel en recherche d'éventuelles prostituées ou de personnes qui hébergent des jeunes hommes dits aux mœurs spéciales. Ils demandent vérification de l'identité de chaque résident, ce qui constitue une effraction de la part de la police dans la mesure où ils ne respectent pas ici l'intimité des chambres. L'homosexualité est donc très surveillée et réprimandée par la police, elle-même utilisant le prétexte qu'aucune loi de protection pour les personnes homosexuelles n'ait été créée à cette époque, ce qui laissait une marge aux forces de police pour procéder à ces arrestations homophobes. Mais cette discrimination affolante ne prenait pas uniquement place en France. En effet, en Allemagne également, plusieurs mécanismes commençaient à se mettre en place contre la communauté gay, prévoyant déjà les premiers pas vers la déportation. C'est en 1933 que la déportation des personnes homosexuelles, les Étoiles roses, entraîna la mort de plusieurs milliers de personnes en Allemagne sous le régime nazi. Cependant, le système de violence et de discrimination envers cette communauté était mis en place discrètement par le gouvernement depuis déjà plusieurs années. Mais pour avoir accès à ces informations, via des témoignages de victimes des camps, il faudra attendre la révolution sexuelle de 1970, car il était difficile avant ça, pour les témoins, de raconter leur histoire dans une société toujours très discriminante. La discrimination était donc déjà profondément ancrée en Europe, et donc en Allemagne, où la partielle tolérance de la police pour le proxénétisme homosexuel n'enlevait rien au fait qu'il servait d'origine à tous les vices, de la pédophilie à l'incapacité de se reproduire, en passant par le manque de virilité. Les homosexuels étaient déjà les boucs émissaires de la société. En 1971, une loi existait déjà, pénalisant d'une peine de prison et de la perte de droits civiques les relations entre les hommes. Le parti nazi se servit donc de cette opinion discriminante déjà ancrée dans les esprits pour attiser la haine et se développer comme parti de race supérieure. Selon le parti nazi, les homosexuels se distinguaient en 2 sortes. D'une part, la minorité, qui ne serait pas par choix, et d'autre part, les faibles d'esprit, qui auraient été envoûtés et pourraient par conséquent être soignés.
C'est donc de là que sont nées les tortures, appelées expériences, qui auraient pour but de soigner l'homosexualité, vue comme une maladie. Himmler, dirigeant des SS, pratiquait lui-même des castrations, des traitements hormonaux abusifs et des thérapies violentes, dans le but de les soigner et de pouvoir les renvoyer sur le front sans prendre le risque qu'ils contaminent les autres soldats. Himmler disait également des homosexuels qu'ils étaient le résultat d'un mélange de races étrangères, néfastes, contrôlés par les juifs et envoyés pour affaiblir la race aryenne. Les homosexuels étaient donc utilisés pour renforcer l'aversion envers les étrangers, particulièrement la communauté juive. L'homophobie était déjà ancrée en Allemagne et est devenue un argument du parti nazi pour unifier la population contre un ennemi commun, les juifs, étrangers et les homosexuels. La période d'entre-deux-guerres est très intéressante à étudier, car il s'agit du moment de combat entre la libération homosexuelle des années 1920 et la répression de 1930. Nous allons donc enfin comparer la vision de l'homosexualité entre deux guerres en France, Allemagne et en Angleterre. On se souvient encore une fois que les témoignages, preuves et sondages sur le sujet de l'homosexualité à cette époque sont très rares pour plusieurs raisons. Certains ouvrages ont été volontairement brûlés à l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Certaines bibliothèques ont subi des bombardements, et la presse de l'époque était assez discrète sur le sujet. Néanmoins, les traces que l'on peut retrouver sont souvent des témoignages, des romans, voire des bilans médicaux, qui peuvent être erronés ou bien encore mal ou peu reconnus, parce qu'ils ont été écrits par des personnes de l'ombre. Si les trois pays possèdent des points communs dans l'évolution de la libération sexuelle, tels que le mouvement de mode superficiel en ascension, on constate aussi des différences dans les mentalités et dans les actions. L'Allemagne est dans les années 20 le symbole de l'homosexualité libérée. Surnommée capitale de l'homosexualité, Berlin accueille plusieurs rassemblements et manifestations. Sa propagande est très active et en constante communication avec l'extérieur, par des moyens politiques, artistiques ou encore littéraires. Les homosexuels allemands souhaitent être reconnus et acceptés, comme on peut voir sur le schéma. L'Allemagne, modèle pour les autres pays, est dans une optique très exportative. La France et l'Angleterre suivent ce modèle et partent en villégiature en Allemagne pour apprendre et gagner en force, mais restent fermés et centrés sur eux-mêmes dans un schéma importatif. L'Angleterre s'inspire du modèle allemand, tout en suivant son propre parcours. Les Anglais ne sont pas militants, ne se rassemblent que très peu, voire pas. La culture de l'homosexualité se transmet plutôt de façon intellectuelle, survivant en restant dans l'ombre. Seules les classes supérieures s'autorisent l'apprentissage des mœurs gays, avec le Home Intern britannique, un rassemblement de riches homosexuels qui réussissent presque à se couper de la société, en restant les uns avec les autres. Cependant, l'homosexualité reste très mal vue et les violences sont bien réelles. En France, cependant, l'homosexualité fait plus objet de moqueries que de menaces. Paris est la capitale choisie par les lesbiennes, mais concernant l'homosexualité en général, elle n'est pas aussi réprimandée qu'en Allemagne ou en Angleterre. Cela explique le fait que la cassure entre les années folles et la répression est moins visible en France, où les violences policières n'ont pas ou peu augmenté. Dans l'ensemble, la France reste plutôt indifférente face à la révolution et la répression homosexuelle. Nous avons donc analysé les mesures prises face à la communauté homosexuelle masculine dans les années 1918 à 1939, d'abord avec les violences et abus des forces de police en France dans les années 20, pour voir de façon détaillée les méthodes de la brigade mondaine. Puis nous avons vu que la déportation des homosexuels sous le régime nazi a été mise en place bien avant 1933, et que ces derniers ont été utilisés comme argument contre les juifs et en faveur des Aryens. Et enfin, nous avons pu comparer l'évolution de l'homosexualité avec les années folles et face à la répression en Allemagne, Angleterre et en France. Bien que nous nous soyons penchés sur le sujet de l'homosexualité masculine uniquement, il est évident que la communauté LGBT tout entière a subi diverses violences et discriminations durant la guerre, avant et après. Les différents genres et orientations sexuelles ont toujours existé, bien que certains, moins connus, soient peu documentés. Et d'autres encore furent grandement ignorés comme la communauté lesbienne, qui n'a que très peu fait l'expérience des mesures de la répression de 1930.